Bonjour, chers auditeurs ou spectateurs, vous qui m'écoutez ou me regardez avec plus d'attention, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne du Vénérable Apprenti, où vous pouvez retrouver tout un tas d'émissions avec des formats variés, conseils de lecture, petits documentaires, analyses, prospectives, mais aussi des revues d'actualité afin de prendre la température et de faire le constat de ce qui se passe en France et des fois plus globalement dans le monde. Tout ceci, normalement, doit être soutenu, puisqu'il y en a pour tous les goûts, alors n'hésitez pas à mettre des petits likes, me rédiger des commentaires que je lirai avec attention pour voir peut-être les axes de progrès, le rythme qui est employé, le vocabulaire, ou encore quand il y a des montages, les transitions. Je suis preneur de tous vos avis et de vos ressentis. Pour les plus téméraires, hop, vous retrouvez juste au-dessus une URL, copier, hop, sur un autre lien, coller, en quelques clics, c'est effectué, vous me donnez de la force ou encore pour ceux qui avaient un peu la flemme, il y a une flèche. Juste en dessous, vous la prenez, vous propulsez mes contenus. Je propose aujourd'hui de poursuivre la lecture du livre de Johann Picard, Comprendre et penser le transhumanisme quand on est chrétien. La première partie, on a eu à peu près 4-5 pages qui ont été lues, puisque je vous ai livré beaucoup d'observations, de pensées parallèles, entre autres sur les civilisations, les groupements humains, et mon avis contraire à la théorie de Darwin. On a deux choses qui se distinguent. D'un côté, on a Darwin qui nous laisse entendre qu'on serait cousin du singe, et à partir de craniologie, de crânes récupérés, on en fait toute une théorie, en disant que l'homme est venu de l'Australopithecus, a évolué Homo erectus, habilis, il devient habile, ça y est, bipède avec ses doigts, sapiens, et je vous en passe, après des passages jusqu'à l'homme moderne, sapiens, sapiens, et la visée de certains, transhumanistes en l'occurrence, avec Harari, mais bien d'autres, à savoir l'homo deus, l'homme qui se réalise, puisqu'on avait vu Pic comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, de Mirandol, nous livrant sa pensée au XVe siècle, comme quoi l'homme n'a pas été défini pour être stable dans le temps. Il est amené à évoluer, on ne l'a pas limité dans ses périmètres. Donc, ces paramètres peuvent être modifiés et il peut employer une nouvelle direction et à savoir pourquoi pas de se modifier, puisqu'apparemment nous sommes dans le lamarckisme et darwinisme, l'environnement nous façonne, on le voit aujourd'hui par l'épigénétique, et l'homme lui-même se modifie notamment intellectuellement par une structure sociétale, et il est le fruit d'une longue évolution naturelle. Tout ça assemblé donne l'envie à certains de voir l'humain comme un robot. Ou pareil, c'est un assemblage de plein d'éléments, d'ADN, mais également d'organes, de réseaux synaptiques, et tout ceci serait malléable, transformable. Je ne vais pas faire trop long sur l'introduction, puisque je vous ai promis que cette fois-ci, on ne va pas s'étendre sur toutes mes pensées parallèles, même si je suis persuadé qu'il y en a beaucoup à qui ça plaît et ça intéresse d'avoir en tout cas les idées, les choses qui s'y ajoutent. Je vous propose juste, avant de débuter, de consulter la précédente émission qui dure 2 heures, non pas sur le transhumanisme, même si c'est lié, puisque NBIC, le I c'est l'informatique, et entre autres ça inclut tout ce qui va être de la communication, de l'intelligence artificielle. Et là, dans la précédente émission, je vous ai proposé de faire un point sur la situation globale avec 4-5 magazines. Je vous ai puisé le meilleur et mis un ordre chronologique dans l'échange, où vous retrouvez dans un premier temps les mastodontes du secteur, américains, chinois. Ils mettent des brevets partout. Ils font des listes au possible. Ils se titillent un peu. Et surtout les Chinois laissent entendre que leur supercalculateur leur coûte 1000, voire des fois 100 000 fois moins que du côté américain. Et après, on a différents secteurs qui s'affrontent. Comme il y a des pluies de milliards du côté de Stargate ou de DeepSeek avec les Chinois, la France, l'Europe plus précisément, ne veulent pas rester en dehors du jeu. Ils sont au centre. Balle au centre, et ils essayent de la récupérer pour eux aussi aller marquer des points et pourquoi pas récupérer des marchés, des secteurs. Nous avons vu, après plusieurs types d'intelligence artificielle,
Et Macron, en président, à nouveau ridiculisé, lui qui s'est saisi de deepfake, donc des vidéos montées, qui relèvent de l'IA générative. L'IA générative, pour vous faire court, c'est, dans son nom, générer quelque chose, et vous doutez que euh, en fait, tout est l'ordre de la transformation, hein, comme il y en avait certains qui utilisaient ce langage plutôt dans la physique, qui disaient rien ne se crée, mais tout se transforme, et rien ne disparaît, tout vient à devenir de nouvelles molécules, ou dans l'environnement, en tout cas, on retrouve ces éléments passés, disloqués, mais qui se sont reformés en de nouveaux éléments. Rien ne disparaît. Eh bien, la générative de l'intelligence artificielle, c'est donc de se saisir d'une base de données et de générer de nouvelles vidéos, des résultats totalement différents, et entre autres Macron qui s'en amusait avec des vidéos le trompant, avec des cheveux longs, en train de faire une danse, et face à lui, une adulte consciente des dangers de ces technologies qui lui dit mais sur le plateau télévisé, ça n'est pas drôle. Même le journaliste était là, hilar, avec son ami Macron, et la femme a bien répété 2 fois, mais ça n'est pas drôle. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Et pour vous mettre le contraste des paroles de cette femme, je vous ai notamment pris un article de Ouest France avec une dame qui déclare qu'on a récupéré son visage et dans son village, beaucoup de personnes ont reçu des vidéos ou des images d'elle de façon dénudée ou dans des positions sexualisantes. Très dérangeant en effet. Après on a abordé plein de choses et on a vu donc l'IA générative, beaucoup utilisée même des fois dans certaines œuvres d'art ou par des connaissances sur Internet pour imager leurs propos et y donner une nouvelle forme, est en fait dépendante de l'IA statistique. Donc l'intelligence de statistique, vous doutez, pareil, c'est dans son nom. Pour établir des stats, on récupère de la donnée, on établit des probabilités, on met en relation des groupes, vous voyez, mais on peut aussi les différencier afin de faire des comparatifs. C'est de l'ordre de la statistique. Et pour ça, il faut des mégadonnées, des data centers, comme on le dit, qui stockent ces informations et qui permettent à ces algorithmes d'aller puiser dans ces réserves de données, textes, images, vidéos, bien d'autres encore qui peuvent exister, audio par exemple, et d'en déduire, donc faire du tâtonnement, ce qu'on appelle du research action. Par la recherche, se mener à l'action et se limiter, des fois revenir en arrière quand on a fait une erreur pour mieux progresser. Comme en fait un enfant pourrait le faire, ou un humain même adulte, quand il rentre dans un métier, il est là, il apprend, il imite les autres, et pour ça il a besoin de prendre des notes, ou je sais pas, d'échanger beaucoup, et il se fait sa propre base de données pour pouvoir produire des meilleurs résultats, encore peut-être même que ses collègues, qui sait. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est-à-dire générative, dépendante de la statistique, donc de base de données, et vous avez l'autre, l'IA symbolique, qui, elle, veut établir des règles, créer des nouvelles choses. Voilà. Je vous synthétise un peu la vidéo, mais vous pourrez la consulter plus en détail. C'est IA, la France entre en jeu. Je vous propose maintenant, après 8 minutes d'introduction tout de même, de revenir à la page numéro 19-20 sur, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, le révolutionnaire Nicolas de Condorcet, 1743-1794, use de son éloquence pour promettre à l'humanité un avenir radieux aux potentialités presque illimitées. Je cite. « Serait-il absurde, maintenant, de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme superficiel d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet, ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. Sans doute, l'homme ne deviendra pas immortel, mais la distance entre le moment où il commence à vivre et l'époque commune où naturellement, sans maladie, sans accident, il éprouve la difficulté d'être, ne peut-elle s'accroître sans cesse ?» Fin de citation. Il questionne donc à cette époque l'état de santé, si on vient à l'améliorer, ça permet une longévité, et d'agrandir la distance entre la naissance et le moment de sénescence, ralentissement cellulaire menant
dans cette vieillesse, à des maladies et emportant l'humain vers un autre monde. Mais pour arriver à ces fins, il propose un projet que nous pourrions qualifier d'eugéniste. Je cite: peut-on avoir d'autre but que de multiplier les êtres bien conformés, capables d'être utiles aux autres et de faire leur propre bonheur ? Mais les facultés physiques, la force, l'adresse, la finesse des sens, ne sont-elles pas au nombre de ces qualités dont le perfectionnement individuel peut se transmettre ? Il parle donc de l'héritage génétique, et il y aurait des bien-nés, de l'eugénie, et des autres que l'on devrait faire disparaître. Vous retrouvez des éléments de langage que vous pouvez retrouver dans Mein Kampf, dans Mon combat d'Hitler. Mais en fait, je vous ai dit, Hitler n'a quasiment rien écrit. Il a assemblé, entre autres, du Condorcet, comment il s'appelle, principe de population Malthus, l'autre américain qui était cousin de Sigmund Freud. Même de toute façon, on retrouve également un peu de psychologie à la Freud. On en voit de Bernays. Et bref, il y en a plein que je vous ai cités comme ça. Revenons-en à ces écrits de Condorcet sur notamment l'eugénisme. L'observation des diverses races d'animaux domestiques doit nous porter à le croire. Et nous pourrons les confirmer par des observations directes faites sur l'espèce humaine. Enfin, peut-on étendre ces mêmes espérances jusque sur les facultés intellectuelles et morales ? Et nos parents, qui nous transmettent les avantages ou les vices de leur conformation, de qui nous tenons ? Et les traits distinctifs de la figure et les dispositions à certaines affections physiques ne peuvent-ils pas nous transmettre aussi cette partie de l'organisation physique d'où dépendent l'intelligence, la force de tête, l'énergie de l'âme ou la sensibilité morale ? N'est-il pas vraisemblable que l'éducation, en perfectionnant ses qualités, influe sur cette même organisation, la modifie et la perfectionne ? L'analogie, l'analyse du développement des facultés humaines et même quelques faits semblent le prouver. Fin de citation. Quelques années après la mort de ce dernier, un de ses proches et plus fidèles admirateurs, Pierre Jean-Georges Cabany, écrira dans son ouvrage « Rapport du physique et du moral de l'homme » les mots suivants. Après nous être occupés si curieusement des moyens de rendre plus belles et meilleures les races des animaux, ou des plantes utiles et agréables, après avoir remanié 100 fois celles des chevaux et des chiens, après avoir transplanté, greffé, travaillé de toutes les manières les fruits et les fleurs, combien n'est-il pas honteux de négliger totalement la race de l'homme, comme si elle nous touchait de moins près, comme si il était plus essentiel d'avoir des bœufs grands et forts que des hommes vigoureux et sains, des pêches bien odorantes ou des tulipes bien tachetées que des citoyens sages et bons. Il est temps, à cet égard, comme à beaucoup d'autres, de suivre un système de vue plus digne d'une époque de régénération. Il est temps d'oser faire sur nous-mêmes ce que nous avons fait si heureusement sur plusieurs de nos compagnons d'existence, d'oser revoir et corriger l'œuvre de la nature. Entreprise hardie qui mérite véritablement tous nos soins et que la nature semble nous avoir recommandé particulièrement elle-même. Fin de citation. Il invite à la sélection des humains, comme on le fait pour les plantes, et à établir pourquoi pas des croisements spécifiques, comme ça a été orchestré pour les animaux. Et je vous avais pris l'exemple des différentes variétés d'animaux qui existent, des races, où vous retrouvez des malinois avec l'intelligence, des labradors plutôt dans la convivialité, dans le non-danger pour les enfants et dans, en tout cas, une certaine approche auprès des humains. Vous avez après la rapidité du lévrier, et on peut en citer bien d'autres, le bulldog assez costaud sur, en tout cas, son corps avant, avec une musculature bien déployée, une force de mâchoire assez conséquente. Et il y avait cette idée d'établir plein de croisements pour obtenir une nouvelle variété. Ils disent on l'a fait pour les animaux. On l'a établi pour les plantes, avec les botanistes et les agriculteurs et bien d'autres encore, selon les régions du monde, afin d'obtenir des meilleurs rendements, des plantes plus vivaces, etc. Ne peut-on pas en faire de même pour l'homme ? Là est la question qui est posée. La Renaissance, puis les Lumières ambitionneront de penser l'homme indépendamment des cultures et des traditions qui le constituaient. La seule référence devient l'homme lui-même, être conceptuel émancipé du divin et désincarné, centre et direction du cosmos, mu par sa raison et ses désirs particuliers. Ça me renvoie d'ailleurs à un autre livre qui était
le corps désenchanté, je crois, ou désincarné, je ne sais plus, l'un ou l'autre, ce qui revient au même. En parvenant progressivement à une sécularisation complète des droits humains, ces mouvements furent les prémices d'une nouvelle foi dans un homme-dieu universel. Dans ce sens, un des plus célèbres théoriciens du transhumanisme, Nick Bostrom, philosophe et scientifique suédois, n'hésitera pas à définir le transhumanisme comme, on va le citer, l'humanisme des Lumières plus les technologies. Donc déclaration transhumaniste. L'humanisme des Lumières plus les technologies. Selon lui, l'homme deviendra un dieu par la technologie. Le pape Jean-Paul II analysera avec finesse dans son ouvrage Mémoire et identité les effets de l'avènement de cette humanité coupée de sa source, je cite. Le Christ affirme, je cite le Christ, « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » Je vous avais d'ailleurs fait un parallèle avec l'ouvrage d'Huxley quand il avait écrit pour la première fois le mot transhumanisme. C'était « À vin nouveau, nouvelle bouteille ». Il me semble que c'est ça le titre. Et je vous avais fait le parallèle avec le Christ qui nous disait, entre autres, « Moi je suis la vigne et vous les sarments ». Donc on est attaché à celui-ci. Et on produit après nos propres fruits. Pour ou non finir dans la bassine, si je puis dire ça ainsi, et dans un produit fini, dans la réalisation de ce que Dieu voulait pour l'homme. Et les autres, au contraire, qui seront délaissés, peut-être même ramenés à revivre, qui sait, par les grains de leurs mauvais fruits et à tenter de devenir meilleurs. C'est seulement, donc reprenons la lecture de Jean-Paul II, qui nous disait « C'est seulement en acceptant d'être greffé sur la vie divine du Christ que l'homme peut se réaliser pleinement lui-même. En refusant d'y être greffé, il se condamne de fait à une humanité incomplète. C'est le drame des Lumières. En rejetant le Christ, un tournant a été marqué. L'homme a été privé de la vigne, du greffage sur cette vigne par laquelle il est, même par lequel il est assuré d'atteindre la plénitude de son humanité. On peut dire que d'une façon qualitativement nouvelle, et jamais connue auparavant, ou du moins jamais à une telle échelle, s'est ouverte la voie vers les expériences dévastatrices du mal qui devaient venir plus tard. » Fin de citation. Il précisera que, je cite, « Pour mieux illustrer un tel phénomène, il faut remonter à la période antérieure aux Lumières, en particulier à la révolution de la pensée philosophique opérée par Descartes. Dans la logique du cogito ergo sum, Dieu était réduit à un contenu de la conscience humaine. Il ne pouvait plus être considéré comme celui qui explique jusqu'au fond le sum humain. Dans la mentalité des Lumières, le grand drame de l'histoire du salut avait disparu. L'homme était resté seul, seul comme créateur de sa propre histoire et de sa propre civilisation. Seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Si l'homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, il peut aussi disposer qu'un groupe d'hommes soit anéanti pour le bien de l'humanité. Des décisions analogues furent prises sous le Troisième Reich par le Parti communiste également de l'Union soviétique et des pays soumis à l'idéologie marxiste. Fin de citation. Les temps modernes. Au XIXe siècle, le positivisme d'Auguste Comte promit le salut par la science. Et je vous rappelle juste que le plan Kalergi était également dans l'inscription du positivisme, lire le document de 1925. Le positivisme, cette idée en tout cas, devait être le moteur de l'émancipation du bonheur de l'humanité et représenter l'accomplissement de l'esprit universel. D'autres auteurs ont alors anticipé un tout autre scénario, à l'image de Friedrich Nietzsche, qui décrit que dans son ouvrage « La volonté de puissance », un avenir autrement plus inquiétant, je le cite, « Une ère de barbarie commence et les sciences seront à son service ». Fin de citation. Jusque-là, ni Comte, ni Nietzsche n'ont eu entièrement raison. L'histoire a démontré que les sciences pouvaient servir au meilleur, médecine, amélioration de certains aspects de la vie quotidienne entre autres, comme au pire, armes de destruction massive, pollution et peut-être réédition du vivant. Les grands malheurs du XXe siècle ont poussé nombre d'intellectuels, artistes et philosophes à renoncer à une posture humaniste pour adopter un anti-humanisme assumé et militant. Et c'est ce que nous retrouvons, petite parenthèse, avec les nouveaux écologistes qui expliquent que l'on arrive à la 6e extinction, il me semble, celle de l'homme, et qui pourrait entraîner la fin de la planète. Alors il faut la précipiter, c'est-à-dire détruire le vivant. Il y a trop d'hommes sur Terre.
la surpopulation. Et certains travaillent, je ne sais pas encore présenter ça, mais on va le faire bientôt, à développer des virus ou encore créer des famines pour réduire le quota d'humains sur Terre, puisque nous consommons trop. Alors, par leur humanisme qui s'est transformé en anti-humanisme, ils ont décidé, au nom de ce bien-être et de la Terre, de s'atteler à créer du chaos, à détruire la vie et à effacer, entre autres, l'aspect intéressant pour se reproduire, pour l'humain d'avoir des descendants. Allons à la page 26. En 1979, Jean-François Lyotard, dans son ouvrage La condition postmoderne, élaborera le concept de postmodernité, littéralement après la modernité, pour décrire l'évolution philosophique, éthique, intellectuelle et idéologique qui domine aujourd'hui nos cultures occidentales. Dans ce nouveau paradigme, ce n'est plus même l'idée de progrès qui est appelée à servir de boussole, mais les principes d'innovation, d'efficacité et de rentabilité. Je cite « À chacun sa réalité, vivre intensément pour échapper à l'ennui et à l'absurde, ce qui est vrai et bien pour X aujourd'hui sera rapidement passé de mode et ce même X le considérera demain comme faux et mal. » Fin de citation, donc en fait, c'est construire, détruire, ordo ab chaos, c'est à peu près ça. Né de la déconstruction des grands systèmes de pensée structurés et des valeurs éthiques traditionnelles, la postmodernité décrit une culture autocentrée sur l'individu et sur ses besoins. Et le marketing se chargeant d'en créer de nouveau à chaque fois, pour arriver à un consumérisme. L'homme consomme à la fin l'homme. Dans le temps de travail, dans son exploitation sous diverses formes, et jusqu'à, pourquoi pas, sa chair et sa biologie par le transhumanisme. L'homme postmoderne est présenté comme désemparé sur des terrains mouvants et instables. Son rapport au vrai, à l'éthique, à la question du sens, s'élabore selon la sensibilité du moment. L'affect, rien que l'affect qui prime. Il ne peut échapper à l'ennui et à l'absurde d'une existence vide de sens que par l'acquisition d'expériences sensibles fortes et un consumérisme dans l'immédiateté. Je veux, j'exige, c'est maintenant, c'est mon droit. Cette culture de l'éphémère, du jetable, marquée par une méfiance radicale envers l'idée de nature, a été définie par certains penseurs comme, je cite, une extinction du capitalisme à toutes les dimensions de la culture humaine. Et on peut l'observer, les rapports, les applications de rencontres, même c'est l'utilitarisme, c'est-à-dire si tu m'es utile, t'es mon ami, dès lors tu deviens mon adversaire. Ce que l'on avait lu dans Le corps mystique de l'Antéchrist de René Bergeron. C'est exactement ça. Et en fait, c'était lié au communisme. Et je vous ai dit, aujourd'hui, on arrive au communisme-islamisme. Et ça, on n'en parlera pas. Pour le moment, je décrirai ça plus tard. On est sur le transhumanisme. Les idéologues transhumanistes n'hésiteront pas à s'inscrire dans la filiation intellectuelle de ces courants de pensée, en rupture radicale avec l'anthropologie judéo-chrétienne. Face à cela, d'autres chercheront, souvent inspirés par leur foi religieuse, à faire vivre la grande métaphysique, cette recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, par l'esprit, la nature, Dieu ou encore la matière, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance pour cultiver les notions de vrai, de bien, de stable et de beau. L'apparition du mot transhumanisme. Alors je vous en avais parlé, mais je ne l'avais peut-être pas lu en fait. Au cours de l'année 1957, Julian Huxley, le frère du célèbre auteur Aldous Huxley, publiera un essai étonnant intitulé « À vin nouveau, nouvelle bouteille », dans lequel il tente de redéfinir l'idée de progrès et la place de l'homme dans la nature. C'est dans l'introduction de cet ouvrage que sera pour la première fois employé le mot « transhumanisme ». Et enfin, j'ai l'extrait de ce document, qui est dans le livre. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous le procurer. Je cite, donc, Julian Huxley, qui nous a aussi écrit l'UNESCO, dont je vous ai déjà parlé, entre autres, sur le déterminisme biologique. Conséquence de 1000 millions d'années d'évolution, l'univers prend conscience de lui-même et peut en partie comprendre son histoire passée et ses possibilités d'avenir. Cette prise de conscience cosmique se réalise dans un seul minuscule fragment de l'univers, dans une minorité des êtres humains. Peut-être
s'est elle aussi réalisée ailleurs, grâce à l'évolution des êtres vivants conscients sur les planètes de d'autres étoiles. Mais, sur cette planète, cela ne s'est jamais produit auparavant. Cette nouvelle compréhension de l'univers nous vient des connaissances nouvelles que nous avons amassées au cours des 100 dernières années, grâce aux psychologues, aux biologistes et à d'autres scientifiques, grâce aux archéologues, aux anthropologues et aux historiens. Elle définit la responsabilité et la destinée de l'homme, à savoir que pour le reste du monde, il est l'agent qui a pour tâche de réaliser son potentiel inhérent aussi pleinement que possible. Petite pause, n'hésitez pas à pousser, pourquoi pas à commenter et à partager. Je bois juste et on reprend. C'est comme si l'homme venait d'être subitement nommé directeur général de la plus grande entreprise de toutes, celle de l'évolution, nommé sans lui demander son avis et sans délai de réflexion et de préparation. Qui plus est, il ne peut pas refuser cette tâche. Qu'il le veuille ou non, qu'il sache ou non ce qu'il fait, c'est en fait lui qui détermine l'orientation future de l'évolution sur cette terre. C'est son destin inéluctable. Et plus tôt il s'en rendra compte et commencera à y croire, mieux ce sera pour tout le monde. Voici à quoi se résume réellement cette tâche. La réalisation la plus aboutie des possibilités de l'homme, qu'elle ait lieu grâce à l'individu, à la communauté ou à l'espèce au cours de sa procession aventureuse dans les allées du temps, nous avons pratiquement terminé l'exploration géographique de la Terre. Nous avons poussé l'exploration de la nature, inanimée ou vivante, à un point tel que son plan d'ensemble est devenu compréhensible. Mais l'exploration de la nature humaine et de ses possibilités commence à peine. Je vous rappelle, il a cité la psychologie, l'anthropologie, pour essayer de comprendre les fonctionnements des humains. Il a parlé également de la biologie, entre autres. Lui, c'est un adepte du déterminisme, et il nous a cité d'autres choses. Donc, on s'intéresse à la tête, peut-être même, qui sait, puisque la psychologie, entre autres, est arrivée avec... Alors, attendez un petit instant. Est arrivée avec ça. Cette histoire de la psychologie, où on a vu des mesmères nous dire que nous baignons dans un fluide universel, d'autres reprenant ces travaux pour parler quand vous apposez les mains, de courants magnétiques qui pourraient agir et régénérer, pourquoi pas, la matière. Il y a après eu d'autres idées, entre autres, de l'hypnotisme, de l'hystérie, de l'étude des comportements, jusqu'à, pourquoi pas, l'adaptabilité à son public, afin, je ne sais plus c'était lequel, je crois que c'est Sigmund Freud, que la personne se livre, c'est-à-dire la faire parler longuement, et en fait elle déballe son sac, toutes ses émotions, et elle se sent libérée. Et c'est un point en moins, et ça lui permet de continuer sa vie à côté. Donc c'est comprendre la fonctionnalité du cerveau, entre autres. Et après, il y a plein d'expériences, et certains qui disaient, pour l'hypnotisme, comme Jean-Martin Charcot, c'est uniquement les hystériques. Et puis après, on a eu l'autre, j'oublie souvent son nom, Bernheim, et son prénom du coup qui me manque. C'est pas grave, je vais passer ça, mais en fait qui nous explique que non, tout public est suggestible à être dans l'hypnotisme. Et finalement, il y a après une conscience, comment je pourrais dire ça, de surface, avec l'intellectualité de haut niveau, et il y a le subconscient qui agit, et celui-ci est ni plus ni moins une sorte de formatage. Mais ils veulent tout expliquer par le crâne. Il y en a un notamment, il parle de 27 bosses, et si tu les as, ça veut dire que t'es intelligent, t'as du cœur, t'es porté à l'autre, ou au contraire, si t'en as d'autres qui sont activés, c'est que t'es plutôt quelqu'un de dangereux, ou tu vas faire du mal, tu n'auras pas d'hésitation à être dans la méchanceté, dans la moquerie gratuite, bref. Ils essaient en tout cas d'établir par rapport à ça. Et Huxley, pour revenir à lui, nous montre que là nous sommes qu'au tout début de l'exploration des potentialités et surtout des possibilités de l'exploration de l'homme. Un vaste nouveau monde de possibilités inexplorées attend son Christophe Colomb. Nous devons explorer et cartographier intégralement le royaume des possibilités humaines comme nous avons exploré et cartographié le royaume terrestre. C'est-à-dire, les humains, quand ils sont constitués en groupe, dans un premier temps, ils étaient nomades avant d'être sédentaires. Ils bougeaient de groupe en groupe, ils étaient chasseurs-cueilleurs, ce que la nature pouvait leur offrir, tant mieux. Et petit à petit, ils ont réfléchi. En groupe humain, ils se sont dit, au lieu de s'épuiser à chaque fois à bouger partout, pourquoi pas se sédentariser. Pour ce faire,
on doit avoir un point d'eau à proximité, de l'alimentation disponible entre autres pour l'accueil, et pourquoi pas du gibier à avoir. Donc on se structure sur des territoires, on essaie de cartographier pour pas perdre de temps là où ça sera plus judicieux de partir, je sais pas, une après-midi pour aller cueillir ce qu'il faut pour toute la famille, là où on doit se rendre pour le point d'eau, ou encore pour se laver, et compagnie. Et on va avoir plein de structures qui vont grandir, les humains, comme ils bougent plus, ils sont entre eux, ils commencent à établir des relations amoureuses entre autres, ils ont cette fois-ci le temps plus seulement pour être à la tâche et encore à la quête de voir ce que la nature peut leur offrir, ce qui était bien. Ils sont cette fois-ci dans une autre réalisation, et à ce moment-là, on a deux identités qui apparaissent, c'est-à-dire l'identité que tu as en public, entre autres à Sataluyuk, hein, c'est ce qu'on avait vu, et ce qui se passe dans ton foyer, ta maison et la société. Deux comportements totalement différents. Peut-être l'un où tu seras, je ne sais pas, plus doux avec la femme, ou plus à son attention, et en public, là où tu devras faire ton rôle, et peut-être être au travail, avoir une pensée totalement différente, et non plus être dans un certain affect. Et plein d'autres choses comme ça. Des doubles comportements, qui ont eu lieu, je pense, et que l'on peut étudier avec Sataluyuk, entre autres. Et c'est pour vous dire, si on a à cartographier les espaces, là où on peut également cultiver, faire des zones de pâturage pour bouger le bétail, il en est de même pour le cerveau. On a certaines zones qui vont nous être utiles, par exemple pour décrypter de l'écriture, d'autres parties pour faire preuve de logique, d'autres encore pour pouvoir s'exprimer, avoir de la motricité, faire fonctionner ses sens, et encore bien d'autres parties pour notamment la circulation sanguine, la régénération cellulaire, etc. Et l'objectif, ça a été ça, cartographier le cerveau pour connaître les synapses, le fonctionnement des neurones, et savoir quelle partie envoie la directive, laquelle réceptionne et arrive à décrypter et à retranscrire dans un autre langage, etc. Et petit à petit, on a eu ces zones, entre autres l'aire de Broca, par exemple, qui était basée sur ça, avec son ami ou non, je sais plus, César Lombroso, qui était plutôt sur la craniométrie, on mesure telle différence, les arêtes, etc. Bref, c'est hyper intéressant. Mais ça a conduit à des folies, et à certains justement qui se sont dit, là, on peut mettre un prix à la vie, puisqu'on cartographie et on sait quelles sont les zones les plus intéressantes. Si elles manquent chez des êtres humains, nous devons les séparer. Et nous en sommes arrivés à des Margaret Sanger qui remettaient au devant de la scène l'eugénisme. Le Planned Parenthood, c'est exactement ça. Le Troisième Reich, avec sa solution finale et l'extinction, la suppression de certains, tout autant. Les Spartiates, qui les ont précédés de beaucoup, en regardant les nouveau-nés aller de l'huile et difformes aux bêtes, parce qu'ils voulaient un peuple fort, on a de tout temps eu des sélections à partir du moment où des groupes humains se sont structurés en une certaine appartenance, en une croyance, et pourquoi pas en l'édification d'une religion où seuls les meilleurs éléments sont amenés à rester. Et je pense que l'idée du transhumanisme est un dogme, une nouvelle religion, et bien portée par le socialisme. Revenons-en à ses écrits. Pour comprendre la suite de ce qu'il veut nous partager, nous devons explorer et cartographier intégralement le royaume des possibilités humaines comme nous avons exploré et cartographié le royaume terrestre. Sitôt que nous aurons exploré les possibilités offertes à la conscience et à la personnalité, et que le savoir ainsi acquis appartiendra à tous, un nouveau ferment de trouble apparaîtra qui comprendra et croira qu'en prenant des mesures adéquates, personne ne doit être privé de satisfaction véritable, ni condamné à la médiocrité. Ce processus aura d'abord, lui aussi, des effets déplaisants et finira par être bienfaisant. Il débutera par la destruction des idées et des institutions qui nous empêchent de réaliser nos potentialités, ou qui nient même qu'elles existent pour être réalisées. Et il se poursuivra de manière à au moins initier l'élaboration d'une authentique destinée humaine, qu'il en appelle quand même à la destruction des institutions. C'est pas du socialisme, je vois pas ce que c'est. Jusqu'à présent, tel que Hobbes l'a décrite, la vie humaine est généralement solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. La grande majorité des êtres humains, ceux qui ne sont pas morts jeunes, sont affligés par le malheur sous une forme ou une autre, pauvreté, maladie, mauvaise santé, surménage, cruauté, oppression.
Ils tentent d'alléger leur misère par le biais de leur espérance et de leurs idéaux. Mais, hélas, ces espérances sont en général injustifiées et ces idéaux ne correspondent pas à la réalité. C'est vrai que, d'un œil moderne, on peut se dire comment il en est ainsi à une époque où on décide de sélectionner des humains et d'alléger, entre guillemets, la souffrance à d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le confort, on est dans... Ça va, on vit longtemps, on n'a pas trop de problèmes. Quand il y a des soucis de santé, les médicaments sont là. Alors certains vont dire, à d'autres époques, il existait des plantes, on se soignait naturellement. Je pense qu'il faut peser le pour et le contre. C'est pas 100% vrai. Quelqu'un qui avait un problème d'organe, il n'y avait pas de transplantation. Donc il en crevait de son infection, etc. Les antibiotiques, il en existait, mais étaient-ils autant efficaces? Pareil, la dentition, les dentistes. C'est pas seulement le sucre là dans notre monde actuel, bourré un peu partout dans n'importe quelle alimentation transformée, qui vient nous créer des caries. Une personne qui mangera 100% naturel, que de la viande et y ajoute des légumes, il aura aussi des problèmes de caries s'il n'a pas dire, une certaine hygiène qui a été amenée entre autres avec les brosses à dents, avec le dentifrice ajouté, un peu de fluor même si en haute quantité c'est dangereux. Vous voyez, il y a des choses des fois assez difficiles à comparer. Et je pense qu'à d'autres époques, oui, il y avait des gens qui vivaient une pauvreté, mais pas la pauvreté que l'on entend actuellement. Une véritable famine, des maladies pareilles en souffrance jour et nuit, en mauvaise santé, etc. L'exploration enthousiaste, mais scientifique des possibilités des techniques permettant de réaliser nos espérances les rendront rationnelles et insérera nos idéaux dans le cadre de la réalité en mettant en évidence ceux qui sont effectivement réalisables. Nous pouvons déjà, à juste titre, affirmer notre conviction que ces domaines de possibilités existent et que nous pourrions surmonter dans une large mesure les limitations actuelles et les frustrations néfastes de notre existence. Nous sommes déjà convaincus, à juste titre, que la vie humaine, telle que l'a décrit l'histoire, est un pis-aller, misérable, issu de notre ignorance, et qu'elle pourrait être transcendée par un état d'existence fondé sur les lumières de la connaissance et de l'entendement, tout comme notre maîtrise de la nature physique basée sur la science transcende les tentatives maladroites et hésitantes de nos ancêtres, issus de la superstition et de l'ésotérisme. D'autres époques, obscurantisme nous laisse entendre cela, des gens en faisant des danses pensaient soigner un malade, d'autres en allumant un feu et je sais pas en soufflant dessus pensaient obtenir une bénédiction d'un dieu local qui n'existait que dans la création humaine. Ça renvoie à ce que je vous disais l'autre jour avec la tache d'encre, noire, etc. et l'autre qui en fait son interprétation. Transposer ça à un nuage. À une autre époque, ils n'étaient pas là à vous mettre une tache. Transposer ça au nuage, même quand vous êtes gamin. Oh tiens, ça ressemble, je sais pas, on dirait un éléphant. Oh tiens, là on dirait peut-être une voiture. Ou bref, on y va de ce que l'on connaît et on essaye pourquoi pas même de créer une chimère. Un mélange d'un lion avec, pourquoi pas, une girafe. Je vous donne des exemples assez farfelus, mais c'est pour vous montrer la créativité, ne serait-ce que quand on est enfant. Alors il se peut que dans d'autres sociétés, à un âge où les humains n'étaient pas tous interconnectés, il n'y avait pas forcément des livres pour étudier, la part de créativité, si je puis dire, et donc d'une réalité alternative à la réalité effective, pouvait être prégnant et créer des croyances. L'ancien ayant sa parole écoutée, transmettant son histoire à des plus jeunes, eux-mêmes y mettant leurs petites mains pour y ajouter un élément supplémentaire, et de là créant des rites et des croyances en des divinités locales, permettant la bénédiction, la richesse, la force pour la guerre, et on peut imaginer bien d'autres choses, des soins pour les malades, etc. Ceci était de l'ordre de l'obscurantisme. En revanche, nous avons en effet progressé avec la science, mais nous devons tout de même y placer des limites, pas y aller tête baissée et expliquer que hop là, je commence à broder le vivant et je modifie par exemple, je sais pas, un chat. Mais j'oublie que comme on est dans un écosystème, dans une biodiversité, si j'agis sur l'un, je commence à modifier, interagir avec l'autre, engager des mutations et que se passe-t-il à la fin? Il faut réfléchir. Et encore plus loin dans la réflexion, si Dieu a créé la maladie, je pense que nous sommes en droit de l'alléger, la douleur. En revanche,
sommes-nous dans l'autorisation de soigner le malade? C'est-à-dire, là où il devait être emporté plus rapidement, ou en tout cas selon le destin de Dieu, dans un autre royaume, si on est croyant, quand on le soigne, on contrevient du coup à la loi, ou en tout cas au déterminisme biologique de ce qui était de l'ordre du livre de vie de la personne. C'est hyper complexe. Et en tant qu'être humain, pour nous, quand on est en bonne santé, on dit non mais tranquille, on ne fera pas ces modifications, mais lorsqu'on est concerné par un cancer, par une tumeur cérébrale, ou encore par un autre problème, un AVC, je ne sais quoi, qui paralyse, ou qui entraîne des difficultés, je pense que en sortant de l'hypocrisie, nous sommes les premiers à aller essayer de trouver la science. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un docteur pour me consulter? Toc, toc, toc. Puis-je faire une IRM, imagerie par résonance magnétique, etc. Donc profiter des évolutions de la science. Et peut-être même demain, si c'est disponible, une augmentation. Quelqu'un déjà qui a des problèmes au cœur, on a le pacemaker. On contrevient à la nature, si je puis dire. Et ça en dérange certains, puisque dans l'esprit de prendre soin des plus nécessiteux, des personnes ayant des problèmes de santé, finalement dans l'esprit chrétien, ça contrevient à la loi de certains qui sont barbares, à la loi des 300 ou encore à des eugénistes qui disent mais là vous êtes en train de laisser en vie ce qui va consommer les ressources de la planète, donc d'un monde fini, et en plus pour des personnes voilà qui normalement devaient être emportées. Donc c'est compliqué. On a deux poids, deux mesures, et on essaye de basculer dans l'éthique et dans la réflexion, enfin dans la réflexion en tout cas philosophique si je puis dire, de se ramener à est-ce que lorsque je modifie l'homme, ne serait-ce que par l'apport d'un médicament, par un médecin, par un diagnostic établi qui ramène à une solution, ne suis-je pas en train de contrevenir au projet de Dieu? Il y en a qui disent il y a un destin qui normalement est là. Et lorsque, dans la modernité, on se soigne, on contrevient à celui-ci. Mais est-ce que notre destin n'était-il pas justement de tomber par exemple malade à un certain moment, au plus bas ou non, de revoir son moral, sa position même en tant qu'homme, finalement, toi qui des fois te sens puissant, je sais pas, t'arrives à faire de l'argent, ou encore t'as des multiples rencontres, t'es fort dans les relations, tu es là à gérer un bon travail, bref, on peut imaginer bien des situations possibles, tu te sens puissant. Des fois même si t'es croyant, t'en oublies, on va dire, ta place par rapport à Dieu. Paf, une maladie te tombe dessus. Et là tu fais quoi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis une maladie pour que tu viennes à la soigner et que tu regagnes en humilité? Ou est-ce que finalement c'était ton temps défini, c'est-à-dire qu'avant même que tu fasses tes mauvais agissements, Dieu omnipotent, omniscient savait que tu en arriverais là, et donc te ramène auprès de lui plus rapidement pour éviter que tu n'ailles bien plus loin dans la décadence, si je puis dire. Ça, c'est la philosophie. Se poser la question. Suis-je mis à l'épreuve? Ou bien je suis finalement en opposition avec ce que Dieu voulait à la base? Et ça va être posé un peu plus loin, je crois, dans le livre, pas de cette manière, mais du fait de dire que si on soigne tous les humains, bah, finalement, le groupe, on va dire ça comme ça, l'espèce en question est en train de prendre la place sur la Terre. Elle continue à consommer. La Terre est finie. On est dans le principe de population de Malthus. Et alors on engendre bien des désastres, des déforestations, des pollutions. Nous sommes en plus dans l'utilisation entre autres du numérique. Vous avez vu, je crois que c'était 2200 milliards de mètres cubes d'eau utilisés juste pour refroidir les circuits des data centers. Par exemple, par rapport à l'apport technologique qui justement cadre la société. C'est-à-dire la possibilité, entre autres, de développer des nouvelles molécules, des médicaments qui seront personnalisables à chaque profil pour éviter les effets secondaires et proposer une longévité améliorée. C'est compliqué. Et les seuls qui se posent énormément, en tout cas, sur ces sujets, et de façon bien plus sage que je puis le faire jusqu'à présent, ce sont les chrétiens, les prêtres, les ecclésiastes, même les papes. Il faut lire toutes leurs paroles. Et après, il y a des écrivains, comme entre autres Johann Picard, qui nous mettent aussi, voyez-vous, les pieds dans le plat, pour qu'on nous-mêmes commence à travailler ces ingrédients, à se dire où je me positionne. Et vous voyez, par exemple, de ma réflexion qui précède, eh bien, je suis du cul entre deux chaises. Je sais pas trop. C'est-à-dire, par hypocrisie, j'aimerais laisser entendre, oui, ok, on respecte ces dieux, quand ils nous mettent malades, on soigne pas. Mais je sais très bien que ça serait hypocrite, parce que moi, en tant que vivant et fragile, si je puis dire, c'est quelqu'un qui est mortel,
mon cerveau refusera immédiatement de passer à la mort, si je puis dire. Ça dépend après de la maladie, mais je sais qu'en général, si j'ai, je sais pas, une rage de dents ou un truc comme ça, je vais me faire soigner. Je vais pas rester avec une dent en moins ou une dent carriée, etc. Je suis déjà dans l'augmentation. Et certains ne le reconnaissent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont 100% contre le transhumanisme. Moi, je suis d'avis contraire au transhumanisme dans le dogme qui est proposé, où la science fait tout, et on rentre dans la technicisation. Fini l'homme frêle, l'homme qui s'interroge, on laisse place à la science et à l'IA qui pense pour nous, l'IA qui nous fait des synthèses, des articles, des livres, etc. C'est nul. Il n'y a plus de réflexion. Je suis pour que l'homme se positionne en libre consentement pour ce qu'il fait. Et qu'il ait le droit, en l'occurrence, aussi de se mettre en danger. Je laisse entendre par là, ni plus ni moins, les périodes, entre autres, de pandémie, etc. Il y a eu un code de Nuremberg, il y a le traité d'Helsinki, il y a la convention d'Oviedo, et je peux vous citer bien d'autres traités et déclarations ratifiés, entre autres, par la France, qui laissent un libre consentement, même dans une expérience à tout moment, de se retirer de celle-ci. Eh bien, je pense que, par exemple, en période de pandémie, l'homme, en liberté, a le droit ou non de prendre une substance, une thérapie, comme vous nommez ça, peu importe, et il a le droit aussi de refuser. Pourtant, on me dira, oui, mais s'il refuse, la conséquence est qu'il pourra être malade. Et alors, il y en a certains qui disent, on doit agir en responsabilité. Si toi, tu refuses, déjà, tu mets en danger les autres. Tu n'es pas seul dans la société, tu es dans un collectif. Tu es dans la collectivité, si je puis dire. Et en plus, si à la rigueur, tu ne veux pas, tu sais les conséquences, le risque, par exemple, de tomber malade. Iras-tu aux urgences pour te faire soigner ? Pèseras-tu sur le portefeuille des autres ? Et c'est là où il y a tout un tas de décisions. Mais dans ces cas-là, c'est de l'hypocrisie de ceux qui nous déclarent ceci. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui boivent de l'alcool. Et en l'occurrence, ça peut faire des problèmes de foie, il peut y avoir des déstabilisations mentales, puisque l'alcool, à longueur, peut entraîner des addictions et même déstructure le cerveau, c'est-à-dire il s'attaque à certains neurones, il les détruit. Moi, je ne veux pas interdire l'alcool, mais que ce soit de façon modérée. Or, aujourd'hui, il suffit de regarder, même moi quand j'étais jeune, hein, c'est des bouteilles, à la fin, c'est même plus une bouteille pour 3, 4, 5, 6, etc. Une soirée, chacun vient avec la sienne. Et on ne parle pas de petites bouteilles. Donc, on crée finalement des problèmes de santé, mais on enlève la responsabilité des actions des uns et des autres. Pareil pour celui qui fume. C'est-à-dire que la société moderne nous laisse entendre qu'il y a un budget et chacun y participe, mais le truc, c'est qu'en période de Covid, par exemple, ou d'autres maladies coronariennes, peu importe, même des rhumes, ce que vous voulez, on nous laisse entendre que si on ne se soigne pas, si on n'accepte pas leur médicamentation, leur injection, comme je vous ai dit, nommez ça comme vous le désirez, on est en train de créer ni plus ni moins un déficit sur le budget. Par contre, on n'a pas les mêmes propos pour ceux qui fument tous les jours, ceux qui mangent mal, des aliments ultra transformés, ceux qui teasent tout le temps. Et c'est le plusieurs poids, plusieurs mesures, quoi. Ça, c'est intéressant. Revenons-en à là où nous en étions dans ce livre. Sinon, voilà, encore est trop long. 31, 32. Donc, à cette fin, nous devons étudier les possibilités de créer un environnement social plus favorable, comme nous l'avons décrit. Alors, attendez, juste, je crois que j'étais pas rendu là. J'avoue, j'ai perdu le fil. Affirmer les convictions, de modifier cela. Bon, on va reprendre à partir de là, c'est pas grave. Nous partirons de postulats nouveaux. Nous postulerons, par exemple, que la beauté, quelque chose dont on peut jouir et être fier, est indispensable, et par conséquent, l'immoralité des vies, laide ou déprimante. Nous postulerons que nous devons rechercher la qualité des personnes et non leur nombre, et par conséquent la nécessité d'une stratégie concertée pour empêcher l'explosion démographique actuelle de ruiner tous nos espoirs pour un monde meilleur. Vous comprenez ? Je vous refais ce passage, je sais plus, c'est publié en 1957, donc ouais, après le meilleur des mondes, certes, mais il dit ça. Nous postulerons que nous devons rechercher la qualité des personnes et non leur nombre. Donc de l'eugénisme, on fait du tri. Il y a l'eugénisme positif, ce qu'ils appellent comme tel. Hein. C'est-à-dire, du vivant, on sélectionne les modèles de croisement, comme disait Platon, République 5,
et les gens de piètre qualité, on les rendra homosexuels, et les gens de haute élite, on les laissera dans l'hétéronormativité, enfin il n'emploie pas le mot hétéronormativité, mais hommes, femmes, pour l'élite, afin qu'ils se reproduisent et qu'on en ait des belles dynasties, et pour les autres, homosexualité, car à cette époque, il n'y a pas de PMA, pas de GPA. Même si la GPA pouvait exister de façon détournée, si je puis dire. C'est-à-dire faire porter le bébé, et pourquoi pas l'adoption. Juste, regardons. La stratégie est bien là employée, déployée. Par conséquent, la nécessité d'une stratégie concertée pour empêcher l'explosion démographique actuelle de l'époque. Ils étaient peut-être 1 milliard, il me semble, de l'époque. Imaginez ces mêmes transhumanistes de la Royal Society, entre autres, de bien d'autres courants, au courant de ce qui se passe dans les coulisses, si je puis dire, s'organisant en expliquant qu'il y a trop d'hommes sur Terre. Remettez-vous le discours de Bill Gates, quand il disait, avec ça, là, les picouses, on arrivera à diminuer la population de 10 à 15%. Alors, il a laissé entendre que, puisqu'on réduit les maladies, les gens auront moins la peur de perdre leurs proches, on détruit, comment dirais-je, la mortalité infantile, et du fait qu'on enlève celle-ci, ben, les enfants ne décédant moins, les parents se laisseront plus de temps et en pondront peut-être beaucoup moins. Ça, c'est ce qu'il a dit. Sauf que pourquoi ça intervient au même moment où il parle de l'injection ? Moi, je suppose qu'on est quand même dans la série Utopia. Regardez les 2 séries, peu importe, Utopia. Et celle de Amazon est intéressante parce qu'elle nous montre un profil d'un Bill Gates, d'un type qu'avez-vous fait pour mériter votre place sur cette terre aujourd'hui ? Ça, c'est toujours sa phrase, même avec ses enfants. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour mériter votre place sur cette terre ? Oui, c'est pas un droit d'être sur terre, ça se mérite. Et ce type-là, complètement malade, développe des usines pour créer de l'alimentation artificielle. Il n'y a plus le droit de sacrifier les animaux au nom du bien-être de ce vivant doté d'intelligence. On parle des différents animaux. Alors, il crée de la bouffe artificielle en laboratoire, mise en culture, et on obtient de la fausse viande, quoi. C'est exactement ce dans quoi elle a investi. Mais c'est pas terminé. Après, il est dans le vaccin. Et en fait, il crée une épidémie. Mais le problème, c'est pas l'épidémie. C'est la solution qui rendra stériles les gens. Regardez cette série. Elle est incroyable. Série Utopia. Est-ce que c'est lié à la réalité ? Je ne sais pas. Hein. Je précise pour éviter toute censure. Donc un monde meilleur, hein, c'est ce qui est promotionné. Nous postulerons que l'entendement et la jouissance authentique sont des fins en soi tout autant que des outils de travail ou des moyens de se détendre, et par conséquent la nécessité d'explorer des techniques d'éducation et d'auto-éducation. Alors l'auto-éducation, c'était notamment dans Retour au meilleur des mondes, hypnotique, mais il y a un nom spécifique. Dans les oreillers, ils placent pas des micros, des enceintes. Et genre, c'est censé conditionner la personne. Et ils pensent, hypnotique, je crois que c'est, mais enfin, c'est un autre truc encore, c'est... Ah, je sais plus, il y a une expérience comme ça, pareil, en Amérique, dans une prison. En fait, c'est une forme de MK Ultra, de mind control, rentrer dans ton cerveau et y créer, pourquoi pas, des alter ego, ou bien encore y joindre de l'information. Nouvel élément d'éducation, si je puis dire. Parce que l'éducation n'est pas que l'instruction. Et l'éducation régit aussi tes comportements. Ton respect envers autrui, ta soumission à l'autorité, bref. On peut élargir toutes ces pensées. Et de les mettre donc à disposition de tous, nous postulerons que la satisfaction la plus sublime provient de la profondeur et de l'intégrité de la vie intérieure, et par conséquent la nécessité d'explorer les techniques de développement spirituel et de mettre à tous, et de permettre à tous même d'en disposer. Et par-dessus tout, nous postulerons que notre devoir envers le cosmos revêt 2 aspects complémentaires. Le premier envers nous-mêmes, qui s'accomplira par la réalisation et la jouissance de nos capacités, et le second envers autrui, qui s'accomplira au service de la communauté, en favorisant le bien-être des générations à venir et le progrès de toute l'espèce. Et là, Jacques Attali, satisfait, arrivera et déclara « L'homme consomme l'homme, nous mettrons des archétypes et il devra s'y conformer. » Acquérir tel item, si je puis dire, d'ADN par exemple, et nous retrouvons cet esprit New Age, que l'homme se découvre intérieurement.
peut-être du yoga, la consultation avec un psy. Rappelez-vous que chaque pays est un laboratoire, et ce qui se passe depuis le coco, là, en France, avec Macron qui ne crie plus au cocorico, mais vous le voyez bien, plutôt appuyé, voyez-vous, pour faire rentrer les gens dans la psychiatrie, les rendre toc-toc, une génération de TikTok, si je puis dire, je fais quelques petits jeux de mots comme ça, mais pour revenir, en sortant de ces langages d'oiseaux et tout ce qui pourrait en être, de ces animations, c'est surtout que Macron a promis qu'il y aurait des séances gratuites de psychologues et de psychiatrie. Et en France, je vous ai montré l'autre jour, des millions de femmes sont suivies par des psychologues. Ils ont détruit les relations hommes-femmes, ils en ont rendu certaines hystériques, ils ont créé des troubles, des alter-ego, et en plus, ils s'en amusent dans les clips vidéo, dans bien des points même du cinéma. Pourquoi ? Pour que justement, on force la connexion, c'est-à-dire qu'on n'est plus à se confier à ses proches, on se confie à un spécialiste. Et ce spécialiste est censé, par l'hypnotisation, le travail sur le subconscient, etc., vous faire entrer au plus intérieur de vous-même et vous révéler vers l'extérieur. Le yoga, c'est pareil, remaîtriser sa respiration avec des positionnements, etc., pour mieux maîtriser son intérieur. Et en fait, tout ça, c'est des doctrines du New Age. C'est-à-dire, on se passera d'un Dieu, vous êtes votre Dieu. Toutes les réponses ne sont pas à chercher dans l'exotérique, l'extérieur, elles sont ésotériques à l'intérieur. Et vous êtes plus initiable, mais initié. Vous vivez les choses. Vous passez les degrés d'information. Vous ressentez. Ça y est, sentez-vous, vous vivez. C'est ça qui est recherché. Donc de produire une nouvelle conception. Et pour se réaliser pleinement, si tu es malade, ton cerveau, il n'est pas libre totalement, il est toujours avec un circuit, une information qui lui parvient, une douleur ou un problème. Tu n'es pas correctement toi-même, si je puis dire, tu ne te réalises pas. Comme on dit, l'intestin est le deuxième cerveau. Quelqu'un qui a des troubles de l'intestin, il digère mal, il aura beau y mettre toute sa pensée, vouloir, je sais pas, participer à un atelier ou à des conversations avec des amis, par exemple, ou encore à faire correctement son travail, il n'y arrivera pas. Il ne sera pas en pleine faculté. Il lui manquera certaines parties de lui-même. Parce que son cerveau est sans cesse happé par ce problème d'estomac ou par une douleur quelconque. En soignant l'homme, en retravaillant sa génétique, en l'augmentant, on le sépare de ce qui entravait sa capacité intégrale du cerveau. En puissance de calcul, en puissance de réflexion, en créativité, etc. Si elle souhaite, donc je reprends juste la suite du truc pour terminer, je pense que ça sera bon pour aujourd'hui, on n'aura pas avancé grandement encore une fois, mais on fait avec. Si elle le souhaite, l'espèce humaine peut se transcender, non pas par accès, d'une manière chez un individu et d'une autre chez un autre, mais dans sa totalité en tant qu'humanité. Donc avant Kurzweil, il nous parle déjà de se transcender aussi. Nous avons besoin d'un nouveau nom pour cette nouvelle conviction, et le nouveau nom peut être transhumanisme. Pourra-t-il convenir ? L'homme demeurera l'homme, mais se transcendant en réalisant les possibilités de sa nature humaine à leur avantage. Je cite, « Je crois en le transhumanisme. Sitôt que cette conviction sera suffisamment partagée, l'espèce humaine se tiendra au seuil d'une nouvelle existence, aussi dissemblable de la nôtre que la nôtre l'est de celle de l'homme de Pékin. Elle accomplira enfin consciemment son véritable destin. » Julian Huxley. In the New Bottles for the New Wine, donc à vin nouveau, nouvelle bouteille, édition Château Windius, traduction française par Annie Gouilleux en décembre 2014. Et je vais essayer de me le procurer, ce livre. Quelques années avant la rédaction de ce texte, on retrouvait Huxley à l'UNESCO, pareil favorable toujours à son eugénisme comme outil d'amélioration des populations humaines, dans un texte préparatoire à la création de l'UNESCO, intitulé l'UNESCO mais qui n'a pas été reconnu par l'organisme, même s'il en était directeur à l'époque, et intitulé donc l'UNESCO, ses buts et sa philosophie, paru en 1946. Il disait, je cite, « L'inégalité biologique est évidemment le fondement de l'affirmation de tout l'eugénisme. L'inégalité de simples différences est désirable et la préservation de la variété humaine devrait être l'un des deux buts principaux de l'eugénisme. Mais l'inégalité de niveau ou de degré est indésirable. Et le deuxième but essentiel de l'eugénisme devrait être l'élévation,
donc une élévation du niveau moyen de toutes les qualités désirables. Fin de citation de Aldous Huxley. Et le premier directeur général et fondateur, premier directeur général de l'UNESCO et fondera en 1961 le World One Fund, WWF, avec le panda. Ça sera tout pour aujourd'hui. On est arrivé à la page 33. On n'a pas bien avancé encore, mais bon, c'est comme ça. Hop, j'arrive plutôt à page 34 après. Impeccable. Je vous remercie pour votre écoute. Et j'espère que ça vous a satisfait d'avoir cette petite vidéo. Une émission où je joins quand même des idées et de ce que je sais également un peu de connaissances sur le sujet. N'hésitez pas à soutenir, à liker. En chrétien, nos valeurs sont ancrées, la victoire est assurée et on peut enfin vivre en amour par le Créateur. Dites-moi ce que vous pensez aussi de l'image. J'ai essayé de modifier la chose, là, de laisser la caméra focus et défocus à certains moments. Au niveau de la couleur, normalement, on est bon. Allez, à très bientôt. La vérité, notre avenir. Bye.